Donc bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir ce matin pour le webinaire BMIC Place, donc le partenaire d'Intech Service. Vous êtes avec nous pour 1 heure à peu près. Donc on va faire une première partie présentation et ensuite il y aura un temps de questions-réponses. Donc le webinaire est sur la thématique de comment allier la gestion de l'eau et l'exploitation des toitures terrasses. Donc avec notre partenaire BMIC Place, donc qui est partenaire d'Intech Service. Donc il y a plusieurs intervenants sur ce webinaire. Il y aura tout d'abord Ariana Robert, qui est chef de vente région Est de BMIC Place. Ensuite, Marc Likowski, qui du coup est ingénieur économiste au cabinet Rébert. Richard Philippi, qui est fondateur de la société AS2C. Et Flore Bellancourt, qui est ingénieur responsable prescription système constructif de Lafarge. Donc pour ce webinaire, merci à toutes et à tous de couper surtout vos micros et vos caméras, ça sera mieux pour la connexion Internet. Ensuite, si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement dans le chat. Il y a une petite bulle qui est faite pour ça. Vous posez vos questions tout au long de ce webinaire et nous les posons aux intervenants directement pour vous. Donc comme ça évite de réactiver vos micros, donc posez vos questions par écrit. Ensuite, la présentation et le support vous seront envoyés. Donc, vous inquiétez pas, tous les éléments vous seront envoyés par mail. Et il y aura également un replay si vous souhaitez revisionner ou diffuser à vos collaborateurs ou vos partenaires. Je vais laisser la parole aux intervenants. Je vous souhaite à tous et à tous un très bon webinaire. Et surtout, n'hésitez pas à poser des questions et voilà, à poser des questions, tout ce qui est remarques, au fur et à mesure, on les prendra dans le chat. Donc, très bon webinaire à tout le monde. Je vais commencer donc. Je vous laisse Richard reprendre la Philippe. main. Vous me dites quand je commence? C'est bon, vous pouvez. Voilà. Bon, Richard Philippi, donc je travaille depuis 30 ans dans la gestion des eaux de pluie urbaines auprès d'un industriel au départ, la société Nidaplast, pour ceux qui connaissent, et maintenant en tant qu'ingénieur conseil. Donc, première diapo. Donc en 2 mots, je vais vous dire un peu ce qui s'est passé dans l'eau de pluie depuis 30 ans et ce qui est en train d'arriver. Alors maintenant tout le monde sait qu'en ville, l'eau tombe sur des surfaces bétonnées et ne s'infiltre pas. Donc des inondations, mais également de la pollution. Alors plus récemment, on parle beaucoup de changement climatique. Et le changement climatique se traduit aujourd'hui par une augmentation de la température et l'apparition d'îlots de chaleur en centre-ville. C'est la grande thématique en ville quand on travaille dans ce domaine. Et plus récemment apparaît un nouveau risque, la pénurie, même si jamais en France, au cours d'une année, les pluies sont largement excédentaires. Diapo suivante. Voilà. Alors, en 77, il y avait eu une circulaire interministérielle qui permettait de dimensionner les bassins d'orage pour la pluie décennale. La France était divisée en trois régions. Ensuite, en 2005, il y a eu un guide, La ville et son assainissement, qui expliquait que dans les pays industrialisés, c'était l'eau de pluie qui était à traiter, car l'aspect eau usée, etc., l'était déjà depuis longtemps. Il y a eu une directive, et à cette époque-là, c'était surtout les inondations qui étaient concernées. En 2001, il y a eu une directive européenne qui demandait pour 2015 un bon état hydrique des cours d'eau, et ça passait par une lutte contre la pollution. Et la pollution notamment due aux petites pluies, qui sont 80% de l'année. Maintenant, il y a le changement climatique, la résilience des villes, la nature en ville, la lutte contre les îlots de chaleur, la valorisation des eaux de pluie. C'est une évolution notable en ce moment. Et on associe de plus en plus la végétation. Diapo suivante. Voilà, en fait, le changement climatique apporte une élévation de température et des îlots de chaleur urbains,
du fait de l'eau, de la température qui augmente en centre-ville, qui est stockée dans le béton et qui, la nuit, se dissipe. Diapo suivante. Alors, une façon, et aujourd'hui c'est admis, une façon importante de traiter cette élévation de température en centre-ville est d'apporter de la nature. Pourquoi de la nature? Parce que les plantes vont évapotranspirer, c'est-à-dire qu'elles vont consommer l'eau et qu'elles vont la remettre dans l'atmosphère pour la rafraîchir. Le bénéfice des plantes est double, c'est-à-dire l'eau de pluie est consommée par les plantes, ça veut dire qu'elle n'ira plus dans les égouts, elle ne ruissellera pas, voilà. Et d'autre part, cette eau de pluie remise dans l'atmosphère va la rafraîchir. Alors, c'est encore peu pris en compte dans la réglementation car les données d'évapotranspiration ne sont pas connues et manquent sur un plan scientifique. Beaucoup d'entreprises, d'universités, l'État commencent à travailler sur ce phénomène. Diapo suivante. Alors, autre chose qui est également nouveau, comme je vous l'ai dit, la France couvre aisément ses besoins en eau sur une année. Cependant, de plus en plus, en été, il y a un manque d'eau qui devient prégnant et les arrêtés préfectoraux deviennent de plus en plus importants concernant cette limitation d'usage de l'eau en été. Alors, il y a une étude du ministère, l'étude Explore 2070, qui justement met en garde cet problème de pénurie en été. Et pour cela, on commence à réfléchir à comment utiliser l'eau de pluie comme nouvelle ressource. Jusqu'à présent, l'eau de pluie, surtout du fait du ministère de la Santé, était un peu bannie, entre guillemets. On l'admet pour les plantes, mais encore, même si jamais elle est autorisée pour les plantes, les gens qui pourraient s'en servir ont une réticence du fait des possibilités au niveau sanitaire. Mais c'est réellement un problème qui va se développer les années suivantes. Diapo suivante. Alors, en fait, initialement, la gestion de l'eau de pluie on s'en préoccupait à la fin d'un dossier d'un projet de construction pour satisfaire à la réglementation existante et obtenir le permis de construire. Ça a changé et de plus en plus. Aujourd'hui, cette gestion de l'eau de pluie est une démarche intégrée par tous et notamment le maître d'œuvre. La toiture est le premier élément du bâtiment à recevoir la pluie et elle doit contribuer à cette gestion en la stockant temporairement. On va vous en parler dans la suite du webinaire. Mais également, aujourd'hui, on cherche à l'associer à de la végétation pour permettre son évapotranspiration et s'intégrer dans la lutte contre les îlots de chaleur. C'est réellement quelque chose d'important, cette lutte contre les îlots de chaleur. Donc, il y a la végétation, l'évapotranspiration, mais également les revêtements clairs. Ces revêtements, s'ils sont poreux, ils peuvent également stocker de l'eau et la rejeter dans l'air, donc évaporer. Ils évaporeront pas comme des plantes, mais ils évaporeront ensuite. En final, alors qu'avant, la gestion de l'eau de pluie
se limiter à un stockage, on va dire, de la pluie décennale, des inondations. Aujourd'hui, de plus en plus, les plans, les PLU demandent un zéro rejet pluvial à la parcelle. Et pour traiter à la parcelle un zéro rejet, toutes les composantes sont importantes, et notamment le toit, qui est une partie importante de la parcelle et qui reçoit en premier la pluie. Voilà, je pense que j'ai terminé et je passe la parole. Ok, donc bonjour à tous. Moi, on m'a demandé d'apporter mon point de vue en tant qu'économiste de la construction sur la thématique de la gestion des eaux de pluie. Et pour ça, je vais commencer par prendre du recul en fait sur le rôle que l'économiste de la construction dans la gestion des eaux de pluie, et aussi par amener pourquoi nous, en tant qu'économistes, on est de plus en plus concernés par cette question-là. Donc, si on prend le cas type d'un projet de construction dans un milieu urbain relativement dense, on observe qu'on a des tailles de parcelles de plus en plus limitées, et aussi que le réseau urbain d'eau de pluie sont quasiment systématiquement saturés. Donc, on est obligé de trouver d'autres solutions pour stocker les eaux de pluie. Quand on a un peu plus d'espace, donc ce qu'on peut faire, c'est stocker les eaux de pluie via les espaces verts, par des noues, par exemple. Mais dans notre exemple, on peut plus trop le faire. Donc on est obligé de trouver d'autres solutions. Et évidemment, la solution en terrasse, c'est celle qui paraît le plus simple, quoi. Donc en fait, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un réel transfert de compétences entre ce que avant faisaient les VRD et les espaces verts, et nous, économistes, vis-à-vis de la gestion des eaux pluviales. Donc, si on peut passer à la diapo suivante, je voulais parler des contraintes, sur lesquelles on peut tomber, nous, en tant qu'économistes, quand on parle de ces sujets-là. Donc, la première contrainte, c'est évidemment la contrainte financière, puisque c'est quand même le cœur de notre métier. Donc, c'est lié à l'optimisation des coûts de construction, mais aussi, on va le voir après, à l'optimisation de l'espace qu'on peut avoir sur un bâtiment. Ensuite, les contraintes techniques, donc ça qui sont purement liées à la conception des bâtiments, et aussi à la gestion intelligente des eaux de pluie sur ce bâtiment. Et enfin, les contraintes environnementales. Donc, c'est un sujet sur lequel on est amené de plus en plus souvent à travailler, et qu'il faut toujours intégrer dans nos projets. Donc, si on peut passer à la diapo suivante. Comment nous, en tant qu'économistes, on peut répondre à toutes ces contraintes-là? Donc, les contraintes financières, c'est notre métier. On peut commencer par essayer de chercher à des surfaces qu'on n'utilise habituellement pas pour optimiser le foncier, tout en minimisant les coûts de construction. Pour ce qui est des solutions de construction technique qu'on peut trouver, il faut qu'on trouve des solutions relativement simples à mettre en œuvre pour pas qu'il y ait de problèmes derrière sur le chantier, et qui vont revenir aussi moins cher par conséquent, tout en évitant de contraindre la liberté de conception de l'architecte, puisqu'on est aussi là pour trouver des solutions pour les architectes tout autant que pour les clients, et en restant dans le cadre des réglementations. Et enfin, vis-à-vis de la végétalisation des bâtiments, il va falloir qu'on soit capable de gérer le stockage des eaux de pluie sur le bâtiment, et tout en améliorant pour l'utilisateur final le confort visuel et la qualité de l'air globale en milieu urbain. Voilà. Donc je voulais terminer par montrer un exemple type de conception de conception courante qu'on peut retrouver pour la gestion des eaux de pluie. Donc actuellement, ce qu'on voit très souvent, c'est des bassins de rétention. Mais ce qui pose problème, c'est que c'est des solutions qui sont assez techniques, compliquées à mettre en œuvre, qui demandent plus d'argent aussi à la construction, puisqu'on va devoir faire plus de travaux de terrassement, et aussi installer un bassin qui lui aussi a un coût. Donc, ce qu'il faudrait, c'est trouver des solutions pour se séparer de ce bassin, trouver d'autres solutions pour stocker,
Et ce dont on se rend compte, c'est qu'en fait, en terrasse, les terrasses, c'est une surface qui sont régulièrement inutilisées, sauf pour les équipements techniques, comme c'est marqué ici. Et en fait, il faudrait qu'on puisse trouver des solutions pour stocker en terrasse. Donc, c'est des solutions qui existent. Et c'est pour ça que je vais laisser la parole à Ciplast et aux intervenants de Ciplast et de Lafarge pour nous expliquer la solution qu'ils proposent. Voilà. Merci. Merci Marc. Donc, le système Rooftop Duo qui va vous être présenté maintenant permet de répondre à l'ensemble des enjeux précédemment développés. C'est une solution qui est née de l'alliance des savoir-faire entre les pôles de recherche de BNI Ciplast et les pôles de recherche du groupe Lafarge. Alors, bonjour à tous, Ariana Robert, BNI Ciplast. Donc, Waterroof, c'est effectivement, nous avons chez Ciplast 10 ans d'expérience dans la gestion des eaux de pluie en toiture. Waterroof est un système de rétention d'eau à structure alvéolaire qui a fait ses preuves et qui est apprécié pour son aspect économique. Effectivement, on a une maîtrise des coûts en réduisant les travaux liés au dispositif de rétention d'eau pluviale. On a aussi un avantage écologique qui a une réduction des îlots de chaleur en participant, comme l'a évoqué Richard tout à l'heure, à l'humidification de l'air par évaporation ou par évapotranspiration. Et il y a un impact sur la biodiversité car il y a une optimisation de l'apport d'eau dans le cas de toitures terrasses végétalisées. Donc, le Waterroof est visé sur tout type de destination classique, des toitures accessibles piétons et véhicules légers sous protection rapportée. Vous avez en bas à gauche le visuel du système de réservoir d'eau mis en œuvre directement sur le complexe d'étanchéité. On trouve donc le GeoFlow, qui est une grille tridimensionnelle en polyéthylène haute densité associée à un géotextile de filtration non tissée qui permet de remplir de manière uniforme les alvéoles des plaques de Nidarouf. Donc, ce complexe s'interpose entre le système d'étanchéité classique et la protection rapportée. Merci Julie. Diapo suivante. Donc, nous avons le Waterroof Duo, la nouvelle génération de plaques alvéolaires de rétention d'eau. Donc, Waterroof Duo permet la suppression du GeoFlow grâce à la structure en sous-face de la plaque. Elle est donc plus économique et offre un gain de temps à la pose. Elle est également visée sous tout type de protection. Waterroof Duo est le fruit de notre collaboration entre organismes publics et laboratoires reconnus dans les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales. Julie. Diapo suivante. Merci. Nous arrivons donc au Rooftop Duo, qui est la nouvelle solution pour exploiter vos toitures. Le Rooftop Duo, c'est donc la combinaison entre le Waterroof Duo et l'hydromédia. C'est un système constructif innovant qui offre de nouvelles finitions et de nouvelles possibilités aux toitures terrasses accessibles avec toujours un complexe d'étanchéité traditionnel, une mise en œuvre simplifiée avec une unique réserve d'eau alvéolaire, le Waterroof Duo et une protection dure avec le béton drainant hydromédia. Julie, diapo suivante s'il te plaît, merci. Donc le Rooftop Duo, c'est aussi des avantages constructifs. Nous avons des solutions classiques qui répondent aux exigences de pente conformément au DTU avec une protection en béton traditionnel. Nous conservons évidemment une pente de 1,5% pour les toitures terrasses accessibles piétons et 2% pour les toitures accessibles véhicules légers. Tandis qu'avec les caractéristiques qu'offre le béton drainant hydromédia, la pente nulle est visée par notre ATEX. Diapo suivante, merci. C'est aussi une solution qui a fait ses preuves pour lutter contre les moustiques tigres. En effet, notre système évite les stagnations d'eau, donc il y a moins de foyers larvaires et moins de mauvaises odeurs. Cet avantage est aussi visé dans notre ATEX. Diapo suivante. Donc, un petit clin d'œil aussi sur notre démarche numérique. Vous pourrez retrouver tous les objets BIM de nos systèmes Waterroof et Rooftop Duo sur notre site internet. Merci à tous et je laisse la parole à Flore. Donc sur la diapo suivante, en fait, je vais vous présenter un peu plus en détail ce qu'est le béton drainant hydromédia. En haut à gauche, en fait, vous avez une coupe du système. Le béton hydromédia va constituer la protection dure de l'étanchéité. L'avantage de ce béton d'ingénierie, c'est qu'il va permettre une infiltration de l'eau de pluie, mais également dans l'autre sens, une évapotranspiration. Il faut savoir que les performances de drainabilité
traçabilité de l'hydromédia, dont la parle, sont assez impressionnantes puisqu'on va dépasser plus de 58 mètres carrés secondes. Donc le système constructif va offrir avec l'hydromédia de nouveaux espaces en toiture qui vont permettre d'optimiser les coûts du bâti en se réappropriant des espaces qui étaient actuellement perdus ou au moins mal exploités. En plus de l'avantage de la pente que vous avez vu, un autre avantage, ça va être le positionnement libre des descentes d'eau pluviale. C'est également un béton sur lequel on a plus de 10 ans d'expérience et qui est sous ATEX. On a énormément utilisé ces bétons pour faire des cours d'école. On a beaucoup d'expérience sur les places de centre-ville, des trottoirs, des parkings de véhicules légers, des pistes cyclables, des cheminements piétons, des tours de piscine, voilà, un certain nombre de choses. En plus de l'avantage de la drainabilité de l'hydromédia, c'est d'avoir un esthétique et d'être un béton décoratif. Donc c'est ce que vous pouvez voir sur cette diapo. On peut imiter les bétons désactivés, c'est ce qu'on appelle le béton hydromédia minéral. On peut faire également des bétons teintés dans la masse et on fait la teinte sur mesure en fonction des besoins des architectes. On peut également rester en béton gris ou alors le peindre. Mais il peut également servir de support à de la terre végétale, par exemple, pour faire des jardins partagés en toiture. Avec le béton, on n'a aucun risque d'abîmer le complet des étanchéités. Et c'est également un système qui va être plus facile d'entretien. Donc sur la diapo suivante, si on veut résumer ce que c'est que le rooftop bio, il faut bien matérialiser que c'est conçu avec des systèmes qui sont traditionnels. Donc, ça va être une solution qui va être économique de rétention d'eau en toiture terrasse, une toiture qui va être accessible et esthétique. Ça va permettre de réduire, voire même de supprimer des bassins de rétention en rez-de-chaussée ou en sous-sol. Et l'innovation vient ici du fait qu'on possède un ATEX pour le système complet. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de regarder une courte vidéo maintenant qui va vous présenter un peu plus en détail le rooftop bio. Pour terminer, du coup, ce qu'on voulait vous proposer, c'est parce qu'on commence à avoir réalisé un certain nombre de chantiers en rooftop bio et on a choisi de présenter le chantier de Châtenay-Malabry pour vous donner un exemple. Donc, c'est une construction neuve d'une école. Il y a 6 classes maternelles, 9 classes élémentaires, un restaurant, une bibliothèque, une salle informatique, tout ce qui est le plus classique. Ce qui est atypique, par contre, c'est que tout le complexe sportif et la cour d'école se trouve en toiture terrasse du bâtiment. Alors, l'opération, elle n'avait pas été initialement prévue avec le système rooftop bio, mais c'est une transformation qui a été faite en phase de consultation. Ils ont trouvé un avantage technique et économique à cette solution. Et là, sur l'opération, pour vous donner un exemple, le béton hydromédia s'est mis en œuvre de façon tout à fait classique, avec des cadences classiques, c'est-à-dire qu'on a eu un coulage en 4 jours. On
était sur 30 à 60 mètres cubes par jour. La superficie de la cour, c'est à peu près 1700 mètres carrés d'hydromédia sur 10 cm d'épaisseur. Ça fait 170 mètres cubes de béton qui vient protéger le complexe Waterproof Bio. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur les présentations. Merci en tout cas. Merci à toutes et à tous pour toutes ces, voilà, pour ces interventions et toutes ces informations. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser directement dans le chat. Les intervenants sont là pour y répondre. Donc, on a une question de Monsieur Lamicio de Thomas. Quelle est la surcharge de poids engendrée par le système lorsqu'il est saturé et y a-t-il des précautions structurelles à prévoir? Alors, bonjour. Bonjour. Je me permets d'apporter des éléments de réponse. Le poids est variable parce qu'en fait, on a différentes épaisseurs. Vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. On vous entend. Parfait, super. Donc, en fait, effectivement, c'est des charges qui sont à prendre en compte et on a des épaisseurs qui varient entre 40 et 520 mm. Donc, voilà, sur cette épaisseur-là, on peut remplir les alvéoles d'à peu près 95% d'eau pluviale. Donc après, ça donne déjà un ordre d'idée de volume qu'on vient porter en toiture. Donc c'est effectivement des charges qui sont à prendre en compte en amont dans le projet. Mais je sais que Emmanuel Houssin est peut-être, je l'ai vu se connecter tout à l'heure, s'il a des indications plus précises. C'est l'ingénieur produit qui est à l'origine en tout cas pour le complexe de rétention d'eau, de ce système. C'est grâce à lui qu'on a pu développer ce système. Merci Ariana. Je t'en prie. Oui, bah, s'il y a d'autres questions, Ariana a bien répondu. Mais s'il y a d'autres questions, je pourrais éventuellement répondre s'il y a besoin. Ouais, merci. Après, Fleur, des indications de poids, c'est pareil parce qu'en fait l'épaisseur est variable, donc on a différents poids avec le béton drainant. J'imagine. Oui, alors les poids du béton drainant, je crois qu'il y a la personne de chez Lafarge qui est aussi présente là sur le site, elle pourra nous les indiquer, c'est de l'ordre de 2 tonnes, Oui. hein, grosso modo, je fais des ordres de grandeur. Maintenant, pour le stockage d'eau, c'est assez simple parce que les hauteurs d'eau à stocker sont pas si importantes que ça. Et c'est bien pour ça que la toiture, et notamment la toiture béton, est tout à fait adaptée au stockage d'eau, du fait que les quelques millimètres d'eau ou les quelques centimètres d'eau qui sont à stocker ne vont surcharger la toiture d'environ d'une centaine de kilos, ce qui est tout à fait, je dirais, sans incidence financière lourde pour la structure des bâtiments. C'est pour ça que c'est indolore, en fait, sur le plan économique. Merci beaucoup. Il y a également une autre question par rapport au prix de ces prestations. Donc après, j'imagine que ça pourrait faire aussi lieu d'un rendez-vous plus détaillé. Mais voilà, je vous laisse répondre à cette question et ensuite je passerai aux suivantes. Mais évidemment, le prix est toujours en fonction des épaisseurs qui sont mises en œuvre, de la surface de la toiture à exploiter, de la pluviométrie où se construit le bâtiment. Donc, c'est délicat de donner un ordre de prix qui pourrait induire en erreur sans prendre en compte un projet particulier. Donc oui, effectivement, c'est peut-être plus judicieux de faire, un rendez-vous particulier pour un projet particulier, voilà, pour pouvoir répondre à ce type de questions. C'est tellement variable, il y a une plus-value, mais voilà, qui comparé à certains autres systèmes constructifs, ça reste une solution économique. Mais encore une fois, autant l'intégrer sur un projet particulier. Voilà pour le prix. Après, pour répondre à la question sur le béton drainant, grosso modo, effectivement, tout dépend de l'épaisseur. Entre un parking et juste une cour d'école, on n'a pas les mêmes épaisseurs, mais c'est de même ordre de grandeur qu'un béton drainant sur les flux, qu'un béton désactivé sur les flux. La solution, ce qui peut être un avantage économique aussi, c'est le fait de supprimer certains bassins de rétention.
Ton micro est coupé, Flore. On t'a pas entendu sur la fin. On vous entend plus, Flore. Ah, vous m'entendez mieux? Oui. Oui, c'est bon. Oui. Je disais que le prix était grosso modo pour le béton. Après, tout dépendait de l'épaisseur, mais c'était le même prix qu'un béton désactivé. Oui, bonjour, c'est Eric Lenné. Moi, je m'occupe de la prescription pour l'activité Cyplast. Et ce que je voulais dire, c'est que nous avons mis au point, au niveau du service, une présence, je dirais, sur tout le territoire, avec la possibilité justement d'approcher tous vos projets avec un lien entre Lafarge et Cyplast, c'est-à-dire que il y a je dirais un travail collaboratif que nous faisons pour justement vous apporter un service à la fois technique, mais aussi, je dirais, estimatif. C'est-à-dire que on peut à la fois vous apporter la solution comme il a été présenté, mais en même temps travailler sur les coûts, avec même à la rigueur des entreprises qui vont être, je veux dire, qualifiées pour après pouvoir assurer le relais au niveau du chantier. Donc il y a un vrai travail collaboratif entre ces deux sociétés, avec chacun ses compétences, et évidemment en fonction des épaisseurs d'une Darouf, mais en fonction des épaisseurs média qui peut varier en fonction surtout de la destination de la toiture, eh bien vous aurez un soutien de notre part pour pouvoir justement approcher cet espace-là avec une approche de qualité. Merci beaucoup pour ces précisions. Je continue. Il y a une question de Madame Louise Sortet. Comment se positionne le complexe par rapport à d'autres complexes dans un calcul d'analyse de cycle de vie des matériaux? C'est une excellente question. Je pense qu'on n'a pas encore le retour. Emmanuel ou Eric. Alors, oui, je vais prendre Après, la main sur cette question parce qu'elle est d'actualité. On le sait, on l'a effectivement, comment dire, compris l'intérêt de maintenant pouvoir fournir comment dire, aux maîtres d'ouvrage, aux bureaux d'études des FDES hein, sur ces types de produits. Et nous avons déjà récupéré tous les éléments de construction de cette FDES. Maintenant, nous sommes dans une phase où on ne tient pas à la divulguer tant qu'elle ne sera pas sur Ignes, ce ne serait pas correct. Donc nous sommes maintenant, après avoir récupéré tous ces éléments qui nous permettent de rédiger une FDES, nous sommes dans la phase actuellement de validation par un organisme extérieur de validation des FDES afin que celle-ci soit sur Ignes. Donc très prochainement, la FDES du système Waterroof Duo sera disponible en ligne sur Ignes. Oui, vous avez constaté malgré tout, alors ça rentre pas forcément dans le cycle de vie je dirais de ce système, mais vous avez vu que nous avons aujourd'hui une ATEX. Ça veut dire que si vous voulez déjà, au niveau des préconisations que vous allez faire, vous n'aurez pas de blocage, si vous voulez, réglementaire. C'est-à-dire qu'on a voulu tout de suite vous apporter un appui technique de qualité pour que, si vous préconisez ce système-là, vous n'ayez pas de blocage du bureau de contrôle ou autre. C'est-à-dire que là, on est vraiment, si vous voulez, dans une approche innovante, même si ce sont des produits, je dirais, traditionnels, mais l'alliance des deux permet avec cet ATEX de pouvoir être sécurisé au niveau de l'assurance du chantier. Merci beaucoup. Il y a une question plutôt pour Ariana. Comment s'évacue l'eau des alvéoles? Alors, donc le béton est déjà drainant dans le cadre du béton drainant, mais en fait, donc c'est drainé par le GeoFlow, donc ce répartiteur de charge, ou par la forme de la seconde génération de plaques de rétention d'eau, et c'est drainé donc jusqu'aux évacuations d'eau pluviale, qui sont des évacuations à débit différé et qui permettent de quantifier justement ce qu'on rend au réseau d'assainissement. Mais tout à fait classiquement, avec simplement une adaptation, voilà, avec les débits, les EP à débit différé. Merci beaucoup, Ariana. Ensuite, une question pour Emmanuel. De quel type ATEX parle-t-on? A, B ou C? Je viens de répondre dans le chat, justement.
C'est une ATEX de type A qui est valide 3 ans. En fait, nous en avons même 2 maintenant. Donc deux ATEX parce que le produit par lui-même, le produit de rétention a évolué, hein, comme l'a rapidement signalé Ariana. Nous étions avant avec 2 produits qui s'appellent le GeoFlow et le Nidarouf, maille de 50 mm. Et nous avons développé un nouveau produit, donc nous avons fait également une nouvelle ATEX qui contient ce nouveau produit qui s'appelle Waterroof Duo. Donc l'ATEX s'appelle Waterroof Duo. Il intègre bien sûr la solution avec béton drainant également de l'Hydromédia de chez Lafarge. Et l'ATEX est valide sur 3 ans pour nous permettre d'aller vers une démarche d'avis technique. Donc une ATEX aujourd'hui, elle est disponible directement en ligne sur le site du CSTB ou récupérable sur le site de Ciplast, ciplast.fr. Merci beaucoup. Ensuite, il y avait un autre, c'était plutôt une personne qui souhaitait une analyse financière et technique d'un projet spécifique. Donc, bien sûr, on vous donnera toutes les coordonnées de BMI Ciplast et de tous les intervenants pour que vous puissiez être mis en relation pour une analyse et voilà, un rendez-vous spécifique pour répondre à votre demande. Oui, ça, je voudrais juste dire une petite chose là-dessus, c'est Bien sûr. qu'effectivement, on ne peut pas donner l'intérêt économique du système sans le comparer à une autre solution. Le plus économique, c'est de ne rien faire du tout. Or, la législation est là. Et il y a aussi le côté environnement du bâtiment. Si vous êtes dans une zone qui est en pleine campagne, vous n'aurez pas besoin de bassin de rétention. Ou si vous avez besoin d'un bassin de rétention, ce sera beaucoup plus facile de le faire sur un terrain juste à côté qui ne coûte rien que sur un terrain en pleine ville qui coûte énormément cher et que vous voulez utiliser votre parcelle au maximum. Donc les situations sont complètement différentes. Bon, il se trouve que quand même le système Waterroof, le système rooftop maintenant, mais surtout Waterroof à rétention d'eau et intérêt économique, on n'aurait jamais eu ce succès et cette pérennité dans le temps du système. Merci beaucoup. Il y avait une question aussi. Serions-nous en mesure d'éliminer complètement les bassins de rétention, plutôt pour Emmanuel? Là, c'est ce que je viens de dire tout de suite, hein, on ne pourra pas éliminer les bassins de rétention Ah oui, dans les excusez-moi. zones rurales. Dans les zones rurales, je pense que le bassin de rétention, s'il est justement en pleine, je dirais, à l'air libre, vous faites un trou avec une pelleteuse et vous avez votre bassin de rétention. Donc, je crois qu'il n'y a pas moins cher. Et encore, ça dépend encore du volume. Tout ça, ça s'étudie, mais là où on a, je dirais, fait nos références de Waterroof, c'est essentiellement dans les zones urbanisées où les contraintes du PLU, notamment sur la gestion de l'eau, imposent des solutions économiques, des solutions de rétention. Et là, effectivement, nous avons constaté que cette solution offre une vraie réponse. Merci beaucoup. Il y avait une question par rapport au prix, donc plus par rapport à Ariana, mais après, comme on vous a aussi expliqué, c'est qu'il faudra se rapprocher plutôt de l'équipe pour pouvoir faire un rendez-vous un peu plus voilà, spécifique et précis pour qu'ils puissent revenir vers vous avec voilà, une typologie de prix par rapport à certains projets. Mais il y avait un prix par rapport au FP du Waterproof Duo. Oui, il y a quand même une question sur les mètres cubes d'eau qu'on peut stocker en toiture. Combien de mètres cubes d'eau par mètre carré de toiture est-il possible de rétentionner, de mettre en rétention? Aujourd'hui, le latex Waterroof a été validé pour une hauteur de 3 lits successifs de système de plaques alvéolaires, c'est-à-dire grosso modo 1 mètre cube par mètre carré, quoi. 1 mètre cube, c'est 1 tonne par mètre carré. Donc, alors, vous allez dire, c'est très très important. On n'a pas besoin forcément de stocker sur toutes les toitures 1 mètre cube d'eau, heureusement. Mais par contre, il peut y avoir des projets où, du fait qu'on concentre toutes les eaux sur une seule toiture en partie basse, par exemple à rez-de-chaussée ou à R+1, on peut avoir des hauteurs de rétention qui sont de l'ordre de 50-60 cm. On a le cas justement à Bordeaux sur un hôtel où la terrasse centrale le patio
qui sert de terrasse centrale va stocker l'eau, et on a un véritable petit bassin sur la toiture, puisqu'on doit avoir une soixantaine de centimètres d'eau à stocker sur cette toiture. Mais pourquoi? Parce que toutes les toitures environnantes et qui sont en amont vont se déverser sur cette unique toiture centrale qu'est le patio. C'est pour ça qu'on a 60 cm d'eau. Mais maintenant, si on équipe toutes les toitures d'une parcelle, tous les bâtiments d'une toiture, tous les toitures de bâtiments d'une parcelle, on va être avec des hauteurs d'eau de l'ordre de 6 cm, c'est-à-dire une couche de waterroof du haut, c'est-à-dire 65 mm, soit grosso modo 65 kg au mètre carré d'eau. Voilà. C'est pour ça que ça ne peut pas. L'étude cas par cas, chantier par chantier, est indispensable. Merci beaucoup. Après, il y avait une question de Monsieur Cédric Célio. Faut-il prévoir plus de descentes EP, mieux réparties? Y a-t-il des systèmes de sécurité à prévoir? Plus de trop plein. De même type, quelles sont les surverses de sécurité pour un bassin de rétention? Après, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé avant, mais voilà. Il y a peut-être une précision par rapport à cette question. Non, c'est extrêmement simple. En fait, le système s'adapte au DTU 43.1. Hein, donc, ce sont exactement les mêmes nombres de descentes d'entrée d'eau pluviale. La seule différence, c'est que ces entrées d'eau pluviale doivent être équipées de limiteurs de débit, donc des espèces de collerettes qui servent un peu comme des trop-pleins. Et dans ces collerettes, nous y mettons des orifices qui permet de limiter le débit de l'eau. Alors bien sûr, il va être légèrement variable en fonction du remplissage de cette structure alvéolaire, mais ça permet de répondre à l'exigence du PLU qui va être peut-être d'1 litre seconde hectare ou de 10 litres seconde hectare, enfin peu importe les valeurs, mais on régule le débit de l'eau par uniquement des collerettes qui sont placées au droit des entrées d'eau pluviale de la toiture. Mais le nombre d'entrées d'eau pluviale et même les diamètres des descentes d'eau pluviale restent conformes au DTU 43.1, tout simplement. Donc il n'y a aucun changement de ce côté-là. Merci beaucoup. Il y avait une autre question. Ces procédés permettent-ils d'acquérir des points sur les cibles BREEAM? BREEAM. Est-ce que vous avez besoin peut-être plus de précision par rapport à cette question? Oui, il faudrait un peu plus de précision parce que le BREEAM, bon, il y a plein de labels environnementaux. Si le BREEAM prend en compte la gestion de l'eau, oui, ça c'est clair. Maintenant, moi personnellement, je ne connais pas les exigences du BREEAM et comment sont attribués les points du BREEAM, mais pareil, si effectivement le BREEAM prend en compte la gestion de l'eau, la thématique de l'eau, ces systèmes-là comment dire, ne peuvent qu'apporter des points. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à les poser dans le chat. Il y a Mireille Rourke apparemment qui a bien compris ce que j'ai dit tout à l'heure, peut-être que mais que je confirme, c'est qu'effectivement il peut y avoir une mutualisation des différentes toitures voisines vers une autre toiture, donc de concentrer les eaux de plusieurs toitures. D'ailleurs, il y a peut-être des endroits où on voudra mettre de la couverture. Et donc, si certaines toitures sur des bâtiments qui sont sur la parcelle ne peuvent pas, on ne peut pas faire de rétention d'eau pour des raisons diverses, on peut rejeter peut-être ces eaux, il faut rejeter ces eaux sur des toitures qui, elles, sont capables d'accueillir de façon temporaire ces eaux de pluie en amont. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça va impacter uniquement sur l'épaisseur de Nidarouf, qui doit prendre en compte ce volume supplémentaire. Merci à tous. Donc, je pense qu'on va pouvoir clôturer, à moins qu'il y ait d'autres questions. Mais voilà, nous sommes dans le timing. Donc, merci à toutes et à tous pour votre temps et merci aux 45 personnes qui étaient avec nous ce matin pour aborder cette thématique. Donc, on vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et on vous enverra tous les éléments par mail. N'hésitez pas, il y a aussi un épisode 2
qui sera sur une autre thématique. Toujours BMI Ciplast, notre partenaire, nous effectuera un webinaire. Donc, n'hésitez pas, on vous enverra les informations par mail avec la thématique et l'horaire et la date. Donc, très bonne journée à tout le monde et on vous souhaite voilà, une très bonne journée et à bientôt.